Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne après-midi sur cette tribune TV du CIAL. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence de cet après-midi qui a pour sujet les produits laitiers, produits phares dans les pays émergents. Mon nom est France Carp, je suis journaliste en forme et nutrition dans la presse féminine. Et avant de vous présenter mes experts et hôtes, sachez que cette conférence aura lieu en anglais et en français. Donc si vous avez besoin des casques pour la traduction, n'hésitez pas. Alors pour commencer, je vais vous présenter Ewan Kang. Ewan Kang est le CEO of Kang Keo Consulting. She's a nutritionist and also an analyst researcher. She's working in South Korea and she will speak about food tradition and export food in South Korea. Milan Nguyen. Milan Nguyen est analyste, elle, pour Euromonitor International, une société qui organise de nombreuses analyses sur les produits d'alimentation et également sur les produits laitiers. Une grande analyse a été faite dans cette société à propos des produits laitiers et elle gère une dizaine d'analyses qui sont in situ dans le monde. Ensuite, je vous présente Olivier Picot. Olivier Picot qui est le président exécutif de la FNIL. La FNIL qui est le syndicat national de la Fédération des industries laitières et qui est composé, enfin qui réunit plutôt 130 entreprises, dont la majorité des entreprises laitières en France, qui fait le lien et la communication entre toutes ces entreprises et qui aide aussi à des décisions sur la politique laitière. Et Michel Nallet qui est le président de la communication et des relations extérieures du groupe Lactalis. Alors le groupe Lactalis est maintenant le plus grand groupe mondial depuis son acquisition de Parmalat. Il est présent dans, je crois, 55 pays industriellement dans le monde et à 200 sites de production. C'est bien ça ? Voilà, et il a également, Lactalis a dans son portefeuille des marques comme Galbani, Sartaki, Bridel, Lactel et une dizaine d'autres marques de produits laitiers. Alors on va commencer cette conférence avec Milan Nguyen. Dans les pays émergents, l'urbanisation est très très importante. L'augmentation de la classe moyenne est phénoménale et évidemment, ces deux facteurs font que les habitudes alimentaires changent énormément. Et les produits laitiers sont vraiment au cœur de cette transformation avec une production de lait qui va dépasser les 370 milliards de litres au monde dans les années 2013. Est-ce que vous pouvez nous faire, Milan, un tour d'horizon de tout ce qui se passe dans ces métiers émergents en ce qui concerne la prochaine consommation de produits laitiers, que ce soit yogourt, lait, boissons lactées? Oui, tout à fait, France. Je vais vous faire une petite présentation pour vous donner un overview de l'industrie. Ça va être en anglais. J'espère que ça vous ira. To start with, when we talk about dairy, we're talking mainly about drinking milk products and yogurt, so that everybody knows about this. And sales of dairy are mainly driven by drinking milk products, which is the most predominant category in emerging markets. In India, we have to know that yogurt is really big. However, the biggest product is still drinking milk product. And in China, just to give like an idea of how it's consumed, it's not part of the diet, but however, increasingly consumers drink more and more packaged milk. And this is due to urbanization, change of lifestyle, and also thanks to economic growth in this country. But what we need to keep in mind is that milk and yogurt are definitely not part of the Asian culture, as you may know. And it's not in a tradition, but it's mostly used for nutrition purposes, mostly for elderly and children. If we look at the first slide, we can see that in Asia-Pacific economic growth rate in 2010 and 2011, if it continues that way, this will be a big factor in terms of growth for milk products and dairy products. And we have to know that in 2011, milk
has seen a growth of 3% in both value and volume terms. In terms of volume, it has been stable since then, between 2010 and 2011. However, in 2011, in terms of value, it had 1.5% growth, which is quite significant. Sorry. So economic growth is definitely one of the biggest drivers of the economy. Urbanization, as I mentioned earlier, is another one. And higher disposable income in emerging markets have driven the transition from unprocessed to processed milk, driving sales within the category. And higher income have also allowed households to afford fridges at home in order to store milk and dairy products. And increasingly, the demand for quality products as well as value-added offering has been growing in this area, especially in the middle-class consumers living in urban area, like in China, for instance. The next figure I'm going to show you, it's the growing per capita consumption of drinking milk products. And you can see the world against Asia Pacific. And between 2000 and 2015, the world consumption has doubled, will almost double, while in Asia Pacific it will almost triple. So you can see really the potential of growth that Asia Pacific has. And this is due to a third trend I would like to share with you, is consumers are willing to pay more to have safer milk products and more quality products. Because food safety has become a key selling point in emerging markets, and especially China, after the melamine crisis in 2008. And actually, quite recently, a number of milk crises have happened in China, so consumers are more and more conscious about the products they purchase. And there's also a demand for more sophisticated and more premium products within dairy. And finally, one of the last main points is health and wellness and higher education level and westernization, especially within younger consumers. Health and nutrition is a key factor supporting all sales of drinking milk products in Asia Pacific and in emerging countries. In Indonesia, for instance, I'm going to share with you that in primary schools, they used to have a slogan, 4 is healthy, but 5 is perfect. And this is to promote the consumption of milk products. 4 is healthy, 4 would be for rice, vegetable, fruit, and protein, with the 5th element being milk. So thanks to this slogan, in primary school, sales of milk products have increased in Indonesia as well as in other countries within Asia Pacific. If you look at the next slide, this is... You for 1 minute, Milan. I wanted to ask a question to Olivier Picot about what you say. Yeah, yes, of course. Monsieur Picot, en Inde, par exemple, le lait qui était en jarre était beaucoup plus vendu que le lait qui était packagé, que les demandes de la middle class sont de plus en plus raffinées parce qu'ils sont de plus en plus éduqués. Comment la filière laitière française va se manifester dans ces pays émergents? Quel est l'angle qui, pour vous, est le plus important, le plus opportun? Il y a quelques évidences qui sautent à l'œil, on les répète inlassablement. En 2030, la classe moyenne mondiale aura progressé de 3 milliards d'individus. Ces 3 milliards d'individus seront à 85% asiatiques. Leur revenu sera donc en progression, cette classe moyenne née. Il y a une corrélation directe entre la progression du revenu et la progression de la consommation de produits alimentaires. Elle est claire et établie. Dans ces produits alimentaires-là, les produits laitiers sont évidemment présents dans toutes les cultures alimentaires. Ils sont sous-consommés dans la plupart des pays émergents aujourd'hui, donc leur consommation sera rattrapée dans les années qui viennent par cette classe moyenne en constitution, ça c'est évident. La Chine est un grand pays, l'Asie est un grand continent avec beaucoup d'habitants, dont le pouvoir d'achat progresse, dont la consommation d'alimentation va progresser, et c'est des produits laitiers aussi. Une fois qu'on a posé ça, qui va fournir les produits? Alors c'est extrêmement simple. Le reste du monde
est en excédent. Hein. Donc ces excédents vont se déverser sur ces beaux pays. La question qui est posée, c'est est-ce que les entreprises vont se saisir de ces marchés naissants pour créer de la valeur, imposer des marques, proposer des produits à valeur ajoutée, ou bien est-ce qu'on va se conforter avec des pays à consommation naissante en y écoulant des excédents parce que le développement de l'exportation des produits laitiers, c'est très sympathique, mais nous, c'est à but lucratif. Autrement dit, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour écouler des excédents. Donc la question qui est posée, de mon point de vue, c'est de la capacité de l'industrie laitière française, en l'occurrence, nous ne sommes pas seuls au monde, à créer de la valeur avec ces marchés naissants et en progression extrêmement forte. C'est ça qui est posé. Et quelles seraient donc les innovations? Quelles seraient peut-être les méthodes de packaging qui seraient différentes? Ou est-ce qu'on tient absolument à une chaîne de valeur sur le verre, sur le développement durable? Non, attendez, Ou est-ce que ça vous semble un problème secondaire? Complètement, oui. Non, le problème principal, c'est la compétitivité. Ça veut dire être capable, par exemple, d'apporter des produits laitiers, d'exporter ou de produire sur place des produits laitiers en Asie de façon plus compétitive que des Irlandais, des Néo-Zélandais ou des Américains. Ça, c'est intéressant. La façon de les packager, le marketing en parlera, et les consommateurs sur place diront. Mais la compétitivité, la bataille de compétitivité qui va se jouer entre tous les pays développés aujourd'hui par rapport à ces marchés naissants, c'est ça la clé. Et je ne suis pas sûr que nous soyons tous les matins les mieux disposés, même si nous avons en France, par rapport au reste de l'Europe, quelques avantages par les très grandes entreprises que nous avons. Il est de bon ton de faire l'apologie de la PME. Moi, j'aime bien faire l'éloge des très grandes entreprises aussi, car ça a quelques vertus. Merci Olivier. Merci. Tu me donnes la parole aussi, parce qu'en fait, l'occasion de répondre. Je crois qu'effectivement, la partie marketing, on est déjà présent en Chine. En tout cas, pour le groupe que je représente, nous sommes déjà présents. Et bien entendu, nous avons adapté un certain nombre de nos produits par rapport aux consommations locales. Mademoiselle, vous l'avez dit, il y a une émergence des classes moyennes. Il y a une vraie volonté aussi de pouvoir donner à un certain nombre de ces populations asiatiques les bienfaits du lait. Revenons sur les bienfaits du lait, parce que le lait, c'est quand même le premier aliment de nous tous. Il faut quand même revenir à la base de ce qu'est le lait. Et pour ces populations-là, il n'y a pas qu'en Indonésie où il y a des slogans de la même nature par rapport aux qualités du lait. En Chine, c'est la même chose. Il y a aussi ce type de slogan pour développer la consommation du lait. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons développé des exportations de lait français. Et nos collègues européens l'ont fait également, de lait européen, puisque nous avons mis en avant la qualité des produits fabriqués en France et en Europe, du fait de notre histoire et de contrôle et de l'ensemble de nos analyses et du process alimentaire qui est très élaboré et très sophistiqué au niveau de nos entreprises. Alors, ce qui est certain, c'est que on ne va pas, en 10 ans, probablement, arriver au niveau de consommation des ménages français ou allemands ou même grecs, puisque c'est là où on consomme le plus de produits laitiers en Europe. Mais nous sommes sur des courbes avec des taux de progression très importants en Chine. Mais la Chine n'est pas le seul pays émergent, ne l'oublions pas. Il y a aussi, et vous ne l'avez pas cité, mais il y a aussi l'Afrique aussi qui prend une part importante et qui bientôt aussi sera un continent sur lequel il faudra aussi se pencher par rapport aux problèmes nutritionnels. Le lait est une réponse aux problèmes nutritionnels dans ces pays-là. C'est aussi, ne l'oublions pas, une protéine qui est valorisée pour un certain nombre de populations à un prix relativement bas par rapport à d'autres protéines. Donc c'est un premier aliment et c'est pour ça que le lait est une réponse pour les pays émergents, aussi bien dans certains pays d'Asie, mais aussi dans les pays d'Afrique, parce que nous on considère que les pays émergents, ce n'est pas que la Chine ou l'Asie. Of course, I completely agree with you. Like, this is not only about Asia and Asia Pacific, but if I show you in like the next slide, maybe I can. No, but that's the. I want. Can we have a look at the next slide, please? No. Do you want to explain it, Mylène? Yeah, I'm going to explain it. So basically, oh yeah, but it's not really clear.
we can see that if you have it in the middle here, maybe we can share it, that consumption has grown massively in Asia Pacific. And today, this region only represents one-third of the global consumption of milk products, which is quite a lot. And by 2017, this percentage is going to be 40%. So this is a region with much significance if you want to see, like, I agree with you that Middle East and Africa is quite a big chunk and is growing definitely. But however, in comparison with the percentage and the split that represent Asia Pacific is quite minor. So that's why I really insist on this region, you know, like who has seen like really high growth. Est-ce qu'on peut aussi voir dans certains pays, si j'ai vu que dans les pays émergents, l'attachement qu'ont les gens pour les marques arrive souvent avant l'acte d'achat. Est-ce que vous, Monsieur Nallet, vous voyez des différences dans les différents pays émergents sur la fidélité ou l'envie d'aller vers une autre marque? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour les produits laitiers, pour ce qui nous concerne, on a une stratégie par rapport à nos marques leaders et mondiales. Mais ce qu'on pense surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a un attachement par rapport à l'origine des produits dans un certain nombre de pays émergents. Et c'est aussi ça qui est mis en valeur. Et c'est là où tous les industriels mettent en avant l'origine des produits, en Chine en particulier. Et l'origine France est une origine qui est reconnue, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à la qualité. Mais tout le travail qui est fait autour de nos marques est un travail de longue haleine. Hein, ce n'est pas un travail sur 1 an ou 2 ans. Et ça fait déjà des dizaines d'années que nous exportons en Chine. Et ce travail-là, on continuera à le faire parce que oui, évidemment, avec les classes moyennes qui progressent, comme on l'a très bien dit, l'importance des marques, pour nous, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de développement en Chine durable sans des marques fortes sur ces marchés. En parlant de lait, I speak to Ewan. To speak about milk, with milk comes the problem of lactose intolerance. You are working in South Korea. Do you see this kind of problem? Do you charge your product and taking care about this intolerance? The lactose intolerance prevalence is quite higher than in Korea and in Asian countries compared to the Western countries. And recently, there's a new product without lactose at all on the market. It draws lots of interest in the consumers. And as younger generations tend to consume more milk, they tend to overcome the lactose intolerance a little bit better than the elderlies, in my opinion. But as elderlies, they have more interest in the health. So when they hear the milk and dairy products good for their health, they are willing to try a little by little increase, and they tend to overcome lactose intolerance. So lactose intolerance is quite obscure in some cases. Sometimes just a little bit of problems, discomfort. And some people have real problems. But as a marketer, maybe if you can develop some product, reduce the lactose content, maybe there's the chance. Also, as a Korean, typically we don't include milk or dairy products into traditional meal patterns. So maybe I suggest that thinking about the milk as a beverage, good health beverages, or a cheese product as a snack, going with some other foods, rather than trying to incorporate into the traditional meal patterns. And also touch with some children's in school lunch programs, so they develop their likeness or overcome lactose intolerance better from the early ages. They may continue. We agree with you because today, if you take the example of China with the cheese, what has been developed is the slices, the processed cheese slices, which goes in the hamburgers. Due to what? Due to the development of the fast food. So this is the way where the products are developed.
So yes, we need to have some means to introduce the cheese or the different dairy products inside some times of consumption for this population. Yes. Right. Regarding the lactose, we are working, of course, in this Exactly. issue. We have some product related to free lactose, but we believe also that if we work with young generation, as you Yes. said, we can. We Yes. will have the increase of the consumption for sure. Also, consumers are more conscious about the health, the content of the dairy products. So maybe work a little bit more with the saturated fatty acids or calories. And for culturally, maybe some culture has more flavors and some flavors and so on. So also package itself may be easy, making something easy to hold by children. That may be an idea. But you're right. What we have developed is also export of UHT milk in the small boxes of 20 centiliters. Huh? This is making a hit because it is very easy to handle to the Yes. kids. So you're totally right. This is what we are doing. Justement, parlant de ça, ma question est aussi, quand on parle de middle class, on parle de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont plus éduqués, qui ont envie d'être en meilleure santé, puisqu'ils sont plus informés, qui ont aussi moins de temps, qui cuisinent moins. Quelles sont, d'après vous, Milan, les réclamations les prioritaires de cette middle class dans les pays émergents ? Est-ce que c'est par exemple le food to go pour aller au travail ou plutôt la nourriture saine? Quelles sont leurs réclamations les plus probantes, hein? Bien sûr, je pense que dans les villes, c'est un petit peu comme les villes françaises, les grandes villes en général. L'urbanisation fait qu'on a moins de temps. Donc des packaging qui sont plus petits, des produits qui sont plus pratiques à emporter avec soi. Donc ça, c'est une des tendances. Mais comme on l'a dit au début de l'intervention, au début de cette table ronde, le lait n'est pas un produit qui fait partie de la culture asiatique traditionnellement. Ce qui fait que c'est principalement les enfants qui... si tout à fait, vous me direz pourquoi, mais ce sont surtout les enfants qui sont... Vous n'êtes pas d'accord? Non, je vois ça. Qui sont visés, et c'est pour cela que ces dernières années, les ventes de lait, comme vous dites, flavored milk, ce sont les ventes aromatisées, merci, qui voient le plus de succès dans ces pays émergents. Alors, Monsieur Picot, vous n'étiez pas d'accord avec cette... Non, mais c'est très modestement. J'ai l'impression que les Asiatiques aussi élevaient leurs enfants avec du lait, mais ça a dû m'échapper. J'avais le sentiment qu'Ayran était la boisson la plus développée en Asie à base de lait. J'avais le sentiment que le plus grand pays consommateur du dans le monde en volume, c'était la Turquie, mais c'est vrai qu'elle est sûrement en Europe. Je veux dire, évidemment, depuis l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du lait, c'est l'histoire de la conservation du lait, c'est l'histoire de la fermentation qui garantit un lait élevé dans toute l'humanité. Voilà. Et aborder la question de 3 milliards de classes moyennes dans 20 ans dans les pays émergents, dont l'Asie, par la question de l'intolérance au lactose, c'est une approche extrêmement franco-française et très dépressive, et qui explique bien les problèmes que nous avons en France, je crois. Parce que le reste de nos compétiteurs, ils ne se débattent pas de l'intolérance au lactose, ils débattent de la façon de prendre ces marchés. D'accord ? Et nous, on est en train de se demander si l'intolérance au lactose en Asie et si la culture asiatique... Attendez, donc vous pensez qu'on a une vision qui s'occupe trop de la santé par rapport à la compétitivité? Je pense que notre vision explique nos échecs. Oui. Ça, très clairement. Et qu'on ferait bien un jour de regarder en face la réalité dans le monde si on veut pouvoir les surmonter un tout petit peu. En Asie, le problème qu'on a avec la Chine, c'est d'arriver à fournir. C'est pas de savoir si c'est dans leur culture ou pas, c'est d'arriver à fournir et de passer devant la Nouvelle-Zélande en fourniture de poudre de lait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et d'être compétitif. D'arriver ensuite à vendre des fromages à Shanghai, à Pékin et ailleurs, avec l'exportation de vins français, et de vendre des fromages AOC, au lait cru, parfaitement, comme on le fait aujourd'hui en Chine. Et pas de s'occuper si la culture chinoise. Les Chinois aujourd'hui, on a fait des émissions de télévision l'autre jour en Asie, en Chine, nous les gens du fromage français, avec, c'était une télévision, il y avait 700 millions de téléspectateurs, pendant une demi-heure, sur la première chaîne chinoise, sur les fromages français. Ils ne se demandaient pas s'il y avait un problème de culture ou pas, ils avaient simplement envie de manger ces fromages. Je ne pose pas du tout le problème de la culture dans ces pays-là. Ce que je vous dis, en fait, c'est quelles sont les principales tendances, les principales raisons pour lesquelles on voit une croissance énorme des produits laitiers et du lait packagé, encore une fois.
mais je suis d'accord avec vous. Et d'un autre côté, je ne parle pas uniquement des compagnies françaises qui s'exportent ou qui essaient d'exporter dans ces pays émergents. Je parle de la consommation régionale. Vous avez raison, hein, on parle beaucoup de la Chine comme une possibilité de développement, et c'est réel. N'oubliez pas que dans le classement des entreprises laitières mondiales, le numéro 15 et le numéro 16 sont chinois. D'accord ? Donc, et il y a pas mal d'entreprises françaises que nous connaissons qui sont bien derrière. Donc je crois que ça met aussi en perspective le fait que les Chinois se sont adaptés, et avec cette volonté de développer des produits bons pour la santé des enfants, pour le développement des enfants, se sont implantés et ont développé des produits. Alors certes, il y a eu des difficultés, mais c'est des difficultés qui sont des difficultés passagères. On peut penser que, voilà, et on est même certain que compte tenu des progrès qu'ils font, enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison pour lesquelles les crises qu'ils ont connues perdurent. Donc, je crois que réellement, les Chinois n'ont pas attendu uniquement les Européens pour pouvoir démarrer des productions d'ampleur localement. Il ne faut pas l'oublier. And Ewan, what do you think about the French product, milk Korea. French product in South Korea? So far, we have no French milk. Many French cheese, but no milk. Cheese, there are so many kinds in the grocery stores and department stores. So French cheese is everywhere in South Korea, I can say. But the milk, no. And And do you think that this product has very a good quality? Do you ever need an idea of quality of product in South Korea? You think that French are quality or in other countries more quality? Have you an idea about that in your research? Yeah. The French, their product has a good reputation. You agree? We all agree. It's a very good reputation in terms of cheese, butter, very famous. And I think consumers love to take more. But compared to the, thinking about the price, in terms of taking, spending that much amount of money to get certain high quality of proteins or something else, maybe consumers have to think again, because the price is not really cheap in terms of cheese. Yeah. Also, the butter is the same. I think similar, and also the Korean makers, dairy producers have developed their own cheese, which is cheaper, and I think yours tastes much better, but comparing the trade-off and maybe take the Koreans. Oh, but that's right. Your industry is also in the dairy is producing bulk products also for B2B, and it's not only a retail product that you produce. And for sure, our history in cheeses is not the same. But anyway, also don't forget that if we don't export milk, it's also because milk is made of water. And in terms of logistics, there is no interest also in many countries to export milk as such. This is why there's a lot of milk, SMP or whole milk powder exported, or the infant milk or baby food, which is exported also from Europe. Alors j'ai un chiffre pour vous, je voudrais que vous me le commentiez. J'ai entendu dire que 3% de la production de lait était gaspillée en France avant qu'elle soit chez les consommateurs, et que ce chiffre montrait jusqu'à 50% dans les pays émergents. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Picot? Je pense que les chiffres sont c'est formidable. 3, vous êtes sûr que ce n'est pas 3,2? C'est n'importe quoi. C'était la mode. On a décrété il y a 6 mois la mode gaspillage. On va parler du gaspillage pendant 1 an maintenant pour expliquer qu'il ne faut pas gaspiller. C'est ce qu'on me disait à l'école quand j'étais petit déjà. Je suis content que ça revienne. On va essayer de ne pas gaspiller. On va l'expliquer aux consommateurs, aux distributeurs, etc. Voilà. Je voulais que je vous dise, je n'ai aucune idée des produits gaspillés. Je ne sais pas exactement quelle définition on prend du gaspillage. Est-ce que c'est jeter un produit après la DLC? On nous dit oui, parce que la DLC, on peut quand même le manger après. Oui, mais je veux dire, alors à quoi sert la DLC? Est-ce que les consommateurs savent ce que c'est qu'une DLC par rapport à une DLU? Je ne suis pas sûr. Quand est-ce qu'ils jettent leur boîte de conserve?
Donc je rappelle qu'on a à votre disposition dans les musées en France des conserves françaises de chez Appert qui sont centenaires et comestibles. Il n'y a pas de limite de consommation dans la conserve dans le monde, c'est stérile. Donc il y a toute une culture. Mais cette espèce d'idée que depuis 6 mois, on va parler du gaspillage, et c'est parti, là, c'est reparti au ciel, etc. Moi, ça me fascine. Les phénomènes de mode me fascinent. Maintenant, c'est pas bien de gâcher, je suis d'accord. Moi, je voudrais juste rajouter que ce sujet-là n'est pas un sujet pour nous industriels. Ça fait bien des années que, évidemment, pour des raisons de coût, nous faisons la chasse à tout gaspillage. Maintenant, je suis effectivement de l'avis d'Olivier, qu'il y ait une éducation à faire au niveau d'un certain nombre de consommateurs, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais je crois que le problème n'est pas ici à traiter au ciel. C'est un problème des consommateurs, des écoles, etc. Mais ce n'est pas le sujet des industries agroalimentaires qui, elles, bien entendu, font très attention par nature à ce qu'elles produisent. Et juste un point, l'avantage des fromages, quand même, des French cheese, c'est que vous ne pouvez pas les gaspiller. Parce que si vous ne l'avez pas mangé, il continue de s'affiner. Un camembert qui a 1 an, c'est très intéressant. C'est très très bon. Donc l'anti-gaspillage, c'est d'acheter des fromages français. Parce que ça ne se gâche pas, justement. Ça s'affine lentement. C'est vrai en plus. Un camembert qui a 1 an, essayez, c'est formidable. Donc si je dois résumer un peu l'intervention sur ces produits laitiers dans les pays émergents, on parlera de compétitivité qui est absolument l'atout majeur, hein, et peut-être aussi de respecter les demandes de ces pays et faire un amalgame homogène entre ces 2 facteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et j'étais ravie de participer à ce débat avec vous. Merci beaucoup.